Salut les organisateurs et bienvenue dans ce live numéro 17 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On va partir en cacahuète. On va faire comme ça. Et chambre. Bref. Qu'est-ce que je veux dire? Ce soir, j'avais envie de parler d'émotions et notamment des émotions extrêmes, que ce soit une forte tristesse, une forte colère, ou même quand c'est l'entre-deux. Bonsoir Céline. J'avais envie de parler de ces émotions-là parce que je me suis laissée surprendre, c'était il y a 2 jours, je crois, par une émotion que je ne pensais pas avoir et que j'ai eue. Et c'est pour un truc tout bête en plus. J'ai actuellement ma toiture qui a de la mousse. Ça fait des mois et des mois que je me dis qu'il faut, enfin, que j'ai besoin de nettoyer cette toiture. Et on n'arrête pas d'être démarché par des entreprises pour le nettoyage de toiture. Et ça me saoule en fait clairement d'être sans arrêt démarché par les gens pour la toiture. Mais je me dis, bah, je sais que c'est parce qu'il faut que je nettoie ma toiture. Donc bref. J'ai un frère qui est couvreur en plus. Mais je lui ai demandé déjà 2 fois, mais on n'a pas fixé de date. Du coup, ça traîne, ça traîne. Et puis j'ai entendu dire en plus qu'il fallait attendre qu'il fasse sec pour le faire. Bon bref. Et là, j'arrête pas d'être démarché. Et là, l'autre jour, j'ai un monsieur qui vient, bah, l'autre jour, oui, c'était il y a 2 jours, quoi. Le gars arrive, il sonne, et moi, j'étais en train de vouloir partir faire la prise de sang pour Colline, une prise de sang pour Colline. Ma petite Coco, elle manque de fer en ce moment, donc on allait faire une prise de sang. On a eu confirmation qu'elle manquait de fer, donc elle a un traitement pour le faire. Bref, la parenthèse fermée. Je m'apprête à sortir, j'avais mon manteau, ça sonne à la porte. J'ouvre la porte et là je vois en plus, ah oui, en plus un truc qui m'agace, un truc qui m'agace. J'ouvre la porte, il y a personne devant la porte. Ça vient de sonner. Hein. J'ouvre dans les 2 secondes, il y a personne à la porte. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de mon chien qui aboie derrière la porte. Donc ils se retrouvent à l'autre bout ils se retrouvent sur la route en fait. Et puis là, moi, je suis comme une idiote là, en train d'ouvrir ma porte. Il y a personne. Je dis bon, qui c'est qui vient de sonner là? Donc je penche ma tête, puis je vois que c'est encore un gars qui a peur de mon chien. Mais ils sont tous comme ça. Hein. Tous ceux qui démarchent pour nettoyer les toitures, ils ont tous peur du chien. Bref, ils ont dû se faire avoir peut-être. Ils sont pourtant pas facteurs. Ah bon, bref. Et donc là, je vois que c'est un gars comme ça. Je dis bon, bah, c'est bon, je suis pas intéressée. Puis là, le gars, il m'écoute pas. Et il commence à faire son speech et tout. Je dis non, mais là, je vais partir. Je suis pressée, j'ai un rendez-vous, donc Puis je dis vous êtes plein à me démarcher en ce moment. Je dis je commence à en avoir un peu marre. Et puis il continue son bagou. Il m'écoute pas. Il continue son bagou et tout. Puis bon, je reste polie. J'écoute un peu ce qu'il dit, enfin sans écouter sans écouter. Et puis, euh, et puis je vois qu'il s'arrête pas, donc je dis bon bah de toute façon il faut que je parte. Donc je finis de prendre mes affaires et puis je commence à me diriger à la voiture avec Colline. Et puis je lui dis encore une fois, j'ai vraiment l'impression que je suis claire. J'ai vraiment l'impression que je lui ai dit non, je suis pressée, j'ai un rendez-vous. J'ai vraiment l'impression d'avoir dit ça. Et le gars s'en fout comme si j'avais rien dit. Il dit oh bah je vais vous montrer le prix, je vais vous dire le prix, je vais calculer ça. Et puis là, je dis non, mais là, je vais être en retard, je vais finir par être en retard. Et du coup, je finis par m'énerver, en fait. Il a fini par m'énerver, le gars. Je dis non, mais là, je pars. Et donc, je monte dans ma voiture et je pars. Ah, et là, il fait enfin demi-tour et il va à une autre maison faire son démarchage. Et là, je suis dans la voiture. Je suis énervée, mais énervée. J'arrête pas de grogner au volant en disant mais purée, c'est fou d'avoir des gens comme ça qui insistent et puis tu leur dis non et puis tu leur dis que t'es pressé et tu leur dis que t'es en train de partir et le gars il reste et il continue son truc et j'arrêtais pas. Un vrai moulin à parole, j'arrêtais pas de débiter ça à ma fille. Bonsoir Valérie. Et puis elle rigolait parce que je m'énerve jamais. Hein. Je suis vraiment, ouais, je suis pas quelqu'un, j'aime pas m'énerver. Déjà, j'ai horreur de ce sentiment, de cette émotion-là. La colère, je l'aime pas du tout. Mais quand elle arrive, je sais qu'il y a quelque chose que j'ai déclenché. Enfin, il y a une circonstance, quelque chose qui a déclenché ma colère. Et cette émotion, elle est particulière parce que elle est reliée à ma blessure d'injustice.
Et, euh, et ce que j'ai remarqué en travaillant, moi, sur ma blessure d'injustice, que je suis en train de travailler avec ma fille aussi, puisqu'elle a la même blessure que moi, c'est que c'est cette difficulté, enfin, ouais, cette difficulté à dire non, en fait. Quand tu travailles ta blessure de l'injustice, même la blessure du rejet, parce que je travaille aussi la blessure du rejet avec mon fils. Avant de vous sortir les accompagnements, j'ai mes bêta-testeurs. Et, euh, et les deux ont un point commun, et je pense que toutes les blessures ont ce point commun, qu'on ne sait pas mettre nos limites et qu'on ne sait pas dire non. Et qu'on n'arrive pas à s'affirmer dans le non. On a l'impression enfin, on culpabilise de dire non, on culpabilise de poser ses limites, et du coup, on finit par ressentir pour moi, une émotion d'injustice en se disant, purée, j'ai quand même cru, c'est pour ça que je dis, j'ai vraiment cru que faudrait que je demande à ma fille si j'étais explicite, mais j'ai vraiment cru poser mes limites au gars. J'ai vraiment dit, je suis pressée, j'ai un rendez-vous, etc. Et le gars, il continue, donc il a outrepassé mes limites alors que j'avais essayé de poser des limites. Bonsoir, Ferraram. Et, euh, et ça m'a mis dans une émotion de colère. Et je pense que je sais pas si ça concerne plus d'émotions que la colère. Pour l'instant, j'ai pas testé. Mais en tous les cas, la colère, elle est reliée aux limites que tu n'arrives pas à imposer. Et c'est flagrant, c'est évident, et je le vois dans les exemples avec mes enfants. Quand on n'arrive pas à poser ses limites, il y a la culpabilité qui se mêle à ça. Il y a, euh, on veut pas paraître, euh, on veut pas paraître méchant, on veut être gentil, et on a l'impression que si on se met en colère, on va être méchant, on va être désagréable, on va être, ouais, on va avoir cette culpabilité de faire du mal en fait. Alors que si on ressent cette colère-là, c'est qu'on n'a pas su poser ses limites. On n'a pas su être clair sur les limites et bloquer la situation en fait. Bloquer le dépassement de ses limites. Et c'est ça que ça aide à découvrir. Le fait d'avoir des fortes émotions comme ça. Quand tu as des pics d'émotions, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère, euh, vraiment des pics d'émotions, il n'y a pas besoin que ce soit une énorme crise, mais rien que quand tu es frustré, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé, essaye d'analyser un petit peu dans quelles circonstances tu t'es mis en colère, parce que là, franchement, il n'y avait aucune raison. Je trouve qu'il n'y avait aucune raison euh, suffisante pour que je me mette en colère, mais je me suis mise en colère parce que j'ai j'ai reçu l'information à l'intérieur de moi qu'il dépassait mes limites. J'ai cru poser mes limites et le gars les a dépassées. Et j'ai pas su gérer ça. Et ça m'a mis en colère. Et c'est un très bon signe en fait pour dire ok, ma blessure là elle me titille encore, donc voilà, faut poser les choses, faut dire ok, la prochaine fois, faut que je pose mes limites de façon beaucoup plus ferme. Il y a des fois j'y arrive, puis des fois on y arrive moins bien, mais l'objectif c'est vraiment de réguler un maximum ses émotions. Et là, ce que j'ai pas réussi à faire là, parce que le gars, voilà, c'est monté en, devant lui, j'ai pas trop dit grand-chose. Mais c'est vrai que dans la voiture, j'arrêtais pas de vomir sur lui, quoi. Et, euh, et en fait, dans un cas où tu arrives à comprendre d'où vient cette colère-là, j'ai respiré et tout. Hein, je me suis dit, ok, une fois que j'ai eu bien pendant 5 minutes grogné après le gars, je dis, ah non, mais en fait, là, je suis juste blessée parce que c'est ma blessure qui s'est ranimée parce que le gars il a pas respecté mes limites. Je lui ai imposé des limites et il les a pas respectées. C'est comme si il avait ouvert ma porte alors que j'essayais de la fermer. Ça m'a fait le même effet en fait. Et ça aide à découvrir ses blessures et ça aide à voir euh, comment la blessure est ouverte aussi. Peut-être qu'il y a d'autres circonstances où cette blessure a été titillée, où je m'en suis pas rendu compte. Et du coup, cette situation-là, qui est complètement anodine, hein, franchement, c'est une situation vraiment.
vraiment bête, eh ben, ça a déclenché cette colère. Donc, ça veut dire que ma blessure en ce moment, elle est encore bien présente et que j'ai besoin de la soigner, de la guérir davantage, de mieux contrôler mon ego en fait par rapport à ce que je vis. Après, ça veut pas dire qu'il ne faut plus avoir d'émotions, ça veut pas dire qu'il faut taire les émotions, au contraire, faut bien écouter ses émotions, faut les laisser sortir quand elles ont besoin de sortir. Là où c'est important, c'est de ne pas les laisser perdurer dans le temps. Là, ça a duré, je te dis, 5 minutes où j'ai grogné. Et après, je me suis dit, bon, il va falloir que j'écrive là-dessus pour comprendre, parce qu'au départ, je comprenais pas pourquoi je me suis énervée comme ça. Et même si, voilà, même si effectivement, le gars, il insistait et tout, enfin, c'est pas grave. Mais voilà, ça m'a chamboulé pas mal. Et du coup, j'ai fait une session d'écriture pour comprendre d'où ça venait. Effectivement, j'ai compris que c'est parce que j'avais pas réussi à poser mes limites claires et nettes pour que le gars, il insiste pas plus, quoi. Et c'est super intéressant de travailler sur ces blessures. C'est important de travailler sur ces blessures parce que ton comportement, tes émotions engendrent tes comportements. Si tu comprends pas tes émotions, si t'es pas capable euh, de comprendre qu'elles viennent, que la source de cette émotion, elle vient d'une blessure, tu vas juste reporter la faute sur les autres, quoi. Tu vois, là, je peux te dire, non, mais le gars, il a tellement insisté aussi, c'est de sa faute, etc. Non, c'est moi qui n'ai pas réussi à poser clairement des limites. Et c'est dur au départ de se l'avouer ça parce que on a l'impression d'avoir fait les choses comme il faut. On a l'impression d'avoir dit ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas, mais on n'a pas été assez clair. À partir du moment où les gens arrivent à dépasser nos limites, c'est qu'on n'a pas été assez ferme et clair sur nos limites parce qu'on avait peur de faire du mal, parce qu'on avait peur de vexer, parce qu'on avait peur de frustrer quelqu'un. Et en fait, c'est nous qui recevons la frustration, c'est nous qui recevons la colère. Alors qu'à la base, si on avait posé clairement nos limites, personne n'aurait été, ne se serait senti désabusé en fait. Et c'est ce que j'ai compris quand j'ai quitté mon premier job. J'arrêtais pas pendant des années. Hein. Pendant des années, j'ai pas arrêté de dire que c'était que si j'avais démissionné, c'était dû à mes patrons, etc., etc. Mais en fait, quand tu travailles sur ta blessure, tu comprends que ils ont juste ouvert une blessure. Donc moi, ça concernait la blessure de l'injustice. Et je me comportais de façon à ce qu'il titille encore plus cette blessure, parce que j'avais pas conscience de cette blessure. Je me disais, si je suis gentille, si je continue d'être gentille, si je continue de faire tout ce qu'il me demande, si je continue de faire au-delà de ce qu'il me demande, pour toujours leur faire plus plaisir, pour toujours leur donner plus, pour essayer de les satisfaire en fait, eh ben je leur tendais le bâton pour me battre. C'était plus j'en donnais et plus et moins ils appréciaient en fait. Il y avait vraiment cet aspect-là. Moi, j'encaisse et un jour ça pète. Et là, les personnes qui ont poussé le bouchon trop loin ne comprennent pas ma réaction et elles me disent que je suis Mr. Hyde et Dr. Watson. Oh purée, tu dois faire peur. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mon chéri était comme ça. Mon chéri était comme ça. C'est quelqu'un qui encaisse, qui encaisse, qui encaisse. Et le jour où ça explose, et mes soi-disant amis me quittent. En fait, ce qui se passe, je vais t'expliquer. Parce que mon chéri, c'est exactement ça. Mon chéri, il encaisse, il encaisse, il encaisse. Et un jour, il explose et personne ne comprend rien. Pourquoi personne ne comprend rien? Parce que au moment où il explose, c'est en général pour quelque chose de ridicule, comme moi avec l'histoire du gars. C'est sur quelque chose de ridicule et les gens ils se disent non mais s'il s'énerve pour ça franchement, alors qu'en fait c'est l'accumulation de tout un tas de choses où il n'a pas su poser ses limites. Ça lui arrive notamment dans son travail et maintenant je suis il en discute avec moi donc je l'aide à analyser en fait, je l'aide à analyser la situation. Ce qui se passe c'est que quand il y a quelque chose qui ne lui convient pas, il ne le dit pas. C'est comme s'il avait un récipient vide, tout va bien, le récipient est vide, puis au fur et à mesure, d'une contrariété, il remplit son récipient.
Et tant que son récipient est pas plein, ben il encaisse, il encaisse, il encaisse. Mais toutes ces doses dans le récipient là, ben ça s'accumule, mais on ne sait pas à quoi ça correspond chaque dose. Et les gens, comme ils voient qu'il réagit pas, quand il réagit pas, ben ils croient qu'il acquiesce, ils pensent qu'il est d'accord. Comme moi, dans mon premier travail où j'en faisais encore plus, où j'acceptais tout, où je disais oui à tout, ben ils disent ben Nelly dit oui à tout, donc c'est bon, on peut continuer. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ben on est tous humains, et à un moment donné, on sature parce qu'on a trop rempli notre bocal, et quand il déborde, ben oui, ça explose. Et les gens en face ne comprennent pas parce que pendant les 10, 15, 20 fois avant, on n'avait rien dit. Et c'est souvent la dernière petite broutille, la dernière petite goutte d'eau qui fait déborder le récipient, que là on explose. Mais on n'explose pas pour la petite broutille, on explose pour tout le reste. Mais comment veux-tu que les gens comprennent que c'est l'accumulation qui a fait que tu as explosé à ce moment-là? C'est pour ça que dans le programme des blessures que je vais te proposer, tu vas avoir un processus pour pouvoir analyser à chaque fois, pour pouvoir comprendre à chaque fois d'où vient ton émotion. Et aussi petite soit-elle, la petite frustration de rien du tout là, parce que c'est ça qui remplit ton bocal. Et du coup, on va en fait vider le bocal au fur et à mesure, ce qui va t'empêcher d'exploser à un moment donné parce que tu auras vidé au fur et à mesure ce qu'il y avait dans le bocal. Et deuxième chose, c'est que tu vas apprendre aussi à poser tes limites. Et les limites, elles sont à poser à chaque fois que tu as cette petite frustration, à chaque fois que tu as cette petite émotion qui dit j'ai pas trop aimé ce qu'il m'a dit là, je me suis sentie comme ci ou comme ça. Et je vois mon fils là, eh bien, il a commencé, l'autre fois, je lui ai dit quelque chose qui, pour moi, était tout à fait anodin et dit d'une manière tout à fait bienveillante et dans le bon sens du terme. Ben lui, il a pris ça comme le fait que je le sous-estimais ou comme le fait que je le sentais incapable de. Et ce qui est bien, c'est qu'il me l'a dit presque aussitôt. Ça a été, j'ai dû lui le dire la veille, il me l'a dit le lendemain. Il m'a dit, tu sais, quand tu m'as dit ça, ça m'a vexé et j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça. Oh, je dis, c'est génial que tu me le dises maintenant, quoi. Je dis, le travail que je te fais faire, il porte ses fruits. C'est-à-dire, faut pas garder pour soi. J'ai bien senti qu'il avait été touché, mais comme il me dit rien, comme il se ferme, ben, je suis un peu bloquée, tu sais, il me ferme ses portes. Je vais pas défoncer la porte parce que sinon je vais engendrer sa colère. Donc, j'ai bien senti, mais qu'est-ce que j'avais senti, je savais pas trop. Et heureusement, le lendemain, il est revenu me voir, il m'a dit, voilà, tu m'as dit ça et je l'ai ressenti comme ça, j'ai compris ça, je l'ai pris de telle manière. Et donc, je lui ai expliqué que pas du tout, c'était pas du tout dans cette intention-là. Je lui ai réexpliqué plusieurs fois pour bien qu'il comprenne que mon intention n'était pas du tout dans le sens qu'il croyait, mais c'est sa blessure de rejet qui avait interprété ce que je lui avais dit. Et ça, c'est la dangerosité des blessures, c'est ça, c'est que une personne peut être aussi bienveillante qu'elle le souhaite, qu'elle le peut, même une personne super bienveillante, elle peut euh, dès qu'une personne souffre d'une blessure qui est vraiment assez ouverte, comme c'est le cas de mon fils en ce moment, eh bien, même avec toute la bienveillance du monde, même avec un compliment, même si on fait un compliment à quelqu'un, ça peut être interprété comme quelque chose de mal, en fait, alors que c'est pas du tout une critique, c'est même parfois un compliment, mais la personne le prend mal parce que ça passe au travers du filtre de la blessure. Et ça, c'est pour ça que c'est super important de détecter la blessure qu'on a et qu'à chaque fois qu'on ressent une émotion, qu'on est titillé par quelque chose, qu'on est un peu vexé, voilà, il y a quelque chose qui passe pas, qu'on puisse travailler selon un protocole, un petit processus. Au début, c'est assez difficile, mais après, ce sera beaucoup plus facile à analyser. Et ça permet, comme ça a permis à mon fils, de dire, bah, tu vois, là, tu as dit ça, bah, je l'ai interprété comme ça. Je dis, OK, donc c'est ta blessure qui s'est réveillée. Moi, là, je dis, voilà comment moi, je te le disais. Et là, il a eu la même chose avec une autre conversation avec une autre personne. Et je lui ai montré l'autre réalité. Je lui ai montré la réalité ou la version en dehors de sa blessure. Lui,
raconté la version qu'il ressentait au travers de sa blessure. Et je lui ai dit, voilà, si tu fais abstraction de ta blessure, si tu prends du recul et que tu ne tiens pas compte de ta blessure, voilà ce qui t'est proposé. Je dis, tu vois, en fait, c'est tout plein de bienveillance, c'est tout plein d'amour, tout plein d'affection. Et bonsoir Séverine. Et en fait, c'est que de l'amour. Il y a les gens, la plupart des gens ne veulent pas nous blesser. Mais si on a cette blessure qui est ouverte, on interprète d'une manière qui va nous blesser, alors que l'intention de base ou la réalité ou la vérité de l'autre personne, c'est pas du tout euh, cette version-là qui est la bonne, mais c'est une version que nous on interprète au travers de notre blessure, donc ça crée des conflits, ça crée des incompréhensions, ça crée un manque de communication, on se ferme, on se fait la gueule, on finit par quitter un environnement qui nous paraît toxique, ce qui a été mon cas au premier job et même les jobs d'après, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait c'était ma blessure d'injustice qui était toujours ravivée. Et pourquoi? Parce que je ne savais pas poser mes limites, que je ne savais pas dire non, et que mon comportement engendrait le comportement des autres, parce que comme ils ne connaissaient pas mes limites, ben, ils m'en demandaient encore plus en fait. Et moi je connaissais pas moi-même mes limites, il a fallu que j'arrive au burn-out pour comprendre que fallait que j'en fixe des limites, pour m'obliger à fixer des limites. Et que quand tu fixes des limites, ça ne fait pas de toi une personne mauvaise, ça fait pas de toi une personne méchante, ça fait une personne de toi qui te respecte et qui est capable d'en donner encore plus du coup parce que tu respectes tes limites. Alors je vais lire un petit peu ce qu'on me dit. Oui, c'est une injustice qui me fait déborder. Voilà, donc tu dois avoir la blessure de l'injustice. Mais je vous ferai, vous aurez un questionnaire en fait pour savoir quelle blessure vous anime le plus, parce qu'en général, on a plusieurs blessures. On a voire toutes les blessures, mais il y en a qui sont plus intenses que d'autres. Et c'est souvent celle qui est la plus intense qui se réveille en premier. Coucou, je ne fais que passer, on va aller manger. Bon appétit Séverine. De toute façon, j'avais fini de vous partager ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est pour ça que ça me tient tellement à cœur de faire ces accompagnements sur les blessures. C'est tellement intéressant et ça permet de, de transformer notre réalité, notre quotidien en quelque chose de tellement plus zen et tellement plus aligné. Parce qu'à partir du moment où tu sais que c'est ta blessure qui te fait réagir d'une certaine manière, eh bien tu travailles sur ton ego, tu écoutes ton ego, mais tu ne le laisses pas diriger tes réactions et tes actions. Et du coup, tu prends du recul sur la situation et tu te dis, en fait, moi aussi, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Et à partir de maintenant, je décide que ce n'est plus mon ego qui va prendre la main sur ma vie, mais je le vois réagir, je le comprends, mais c'est pas lui qui va diriger ma vie. C'est pas lui qui va m'empêcher de vivre une vie comme je l'entends en fait. C'est pas parce que ta blessure est réveillée, c'est pas parce que ta blessure est activée qu'elle doit diriger ta vie. C'est pas ta blessure qui doit diriger ta vie. Tu dois en prendre conscience pour pouvoir diriger ta vie comme tu l'entends et pas comme la blessure veut que tu l'entendes. Et ça change tout. Ça te change tout. Tu as moins d'accès de colère, tu as moins d'accès de tristesse, tes émotions, elles sont beaucoup plus fluides comme ça. Elles sont plus en dents de scie comme ça. Et il y a même des fois, quand tu laisses trop ta blessure t'impacter, tu comprends même pas pourquoi tu réagis de telle ou telle manière. Et en plus, après, tu es encore plus blessé parce que tu dis, purée, j'ai provoqué un tsunami là. Et tout ça parce que je me suis énervée, machin, j'ai perdu des amis, comme tu me disais, Céline. Bah oui, parce qu'en fait, tu as laissé ta blessure prendre le dessus. T'as pas réussi à la contrôler, à contrôler tes émotions à ce moment-là, à comprendre pourquoi ça en était arrivé là, pour pouvoir rectifier le tir et que cette blessure ne prenne pas le pas sur ta vie. Mais bon, voilà, tout ça sera expliqué dans les accompagnements et puis je pense que ce sera des accompagnements qui fonctionneront sur 6 semaines à peu près, sur un bon mois, 6 semaines. Et il y aura plein de points d'aborder et voilà, je pense que je proposerai aussi
des petites sessions avec moi pour que je puisse expliquer aussi à des moments, parce qu'on tout seul, on peut pas toujours comprendre. Donc, avoir des petites sessions où je peux, au moment où on bloque, où je peux expliquer certaines choses, ça pourra aider davantage. Mais bon, tout ça, je suis en train de travailler dessus. Après, elles étaient réellement toxiques. Oui, 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 moi aussi, mes premiers patrons étaient toxiques. Oui, oui. Mais n'empêche que j'aurais pu partir d'une façon beaucoup moins, c'est-à-dire, euh, ça aurait pu m'éviter le burn-out si j'avais compris, si j'avais compris ma blessure. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je me suis sentie blessée, comme j'ai trouvé que c'était hyper injuste, j'ai démissionné, je suis partie, je me suis dit ah bah c'est bon, je les vois plus, c'est bon, tout va bien se passer maintenant. Je pose l'intention de trouver une entreprise avec des patrons sympas, une ambiance sympa. Voilà, j'avais posé plein de choses précises que j'ai trouvées. Un job à côté de chez moi, bien rémunéré, des collègues sympas, des patrons sympas, être autonome, super responsable et tout. J'ai tout eu. J'ai tout eu. Et à chaque fois, j'ai redémissionné. Pourquoi j'ai redémissionné? Parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui déclenchait ma blessure d'injustice. C'est quand j'ai compris qu'à chaque fois que quelque chose déclenchait ma blessure d'injustice, c'était parce que je n'avais pas posé mes limites. Donc, il a fallu que j'apprenne à poser des limites pour comprendre que cette blessure-là se réveillait parce que je ne savais pas poser des limites. Et peu importe que tu changes d'environnement, que tu changes de relation, ça va se reproduire parce que tu n'as pas encore compris qu'il fallait que tu poses des limites. Il y a des choses à comprendre quand tu as une blessure et si tu ne soignes pas cette blessure, ça recommence, même quand c'est dans un autre contexte, avec d'autres relations, un autre environnement. À chaque fois, c'est comme si c'était un éternel recommencement alors que les circonstances sont complètement différentes. Et à chaque fois, moi, au départ, je donnais des excuses. C'est parce que l'entreprise, elle a déménagé. Maintenant, c'est trop loin de chez moi, donc j'en peux plus de faire 1 heure de trajet matin, 1 heure de trajet le soir. Il y en a une autre, c'était le logiciel, il fonctionne pas bien, ça me saoule. Je peux pas faire du bon travail. Bah oui, hein, oh, c'est injuste. Il me donne un logiciel de merde, je peux pas faire mon travail correctement. Encore la blessure d'injustice. Il y a toujours eu une raison. J'ai toujours donné une raison extérieure, mais en fait, la vraie raison, c'était à l'intérieur de moi. C'était moi qui n'avais pas réussi à poser mes limites. Toujours. Donc voilà, c'est ça que tu apprendras dans l'accompagnement, si tu le prends. Voilà ce que je voulais partager ce soir. J'ai fait que de causer. Oh là là, je pense que j'ai fait plus d'un quart d'heure de live là. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer un petit peu. Vos enfants ont de la chance d'apprendre tout cela avec vous. J'ai dû attendre mes 48 ans. Ouais, ouais, mais en même temps, c'est difficile aussi de le transmettre à mes enfants parce qu'il y a le côté émotionnel. Et des fois, c'est mieux d'avoir une personne extérieure où ils peuvent vraiment tout dire parce que là, ils savent que s'ils ont mal, s'ils sont malheureux, si ben, je vais être impactée émotionnellement. Ils savent que je suis hypersensible et que s'ils ont mal, j'ai mal. Et je ressens déjà beaucoup leurs émotions. Et c'est toute la difficulté que j'ai à travailler avec eux. Mais en même temps, j'ai la chance qu'ils acceptent de faire ce que je leur propose, qu'ils soient pas fermés à ça, bien au contraire. Et, et je pense réellement que on est vraiment un exemple pour nos enfants. C'est-à-dire que quand nous, on arrive à travailler sur nous, euh, de façon inconsciente ou de façon invisible, ça transmet l'information à nos enfants que si nous, on prend soin de nous, ben eux, ils doivent prendre soin d'eux aussi. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais en fait, notre comportement, ça déteint vraiment sur nos enfants, quoi. Et, et c'est sûr que moi, j'ai commencé à travailler, à découvrir le développement personnel. J'avais une vingtaine d'années, c'était dans cette entreprise-là, parce que la comptable avec laquelle je travaillais était à fond dans le développement personnel. Elle m'a appris plein de choses. C'est elle qui m'a fait découvrir les 5 blessures. Mais à l'époque, voilà, le temps que je comprenne, que j'apprenne, que je mûrisse un peu,
que je vive au travers de toutes mes expériences, j'ai finalement travaillé sur tout ça assez tard. Mais voilà, il est jamais trop tard, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est pas parce qu'on avait parlé à 20 ans que j'ai réussi à tout comprendre à 20 ans. Mais il est jamais trop tard en fait. C'est toujours le bon moment. Le timing divin est toujours parfait. Là, mes enfants, ils traversent euh, des situations. Je me dis que le timing divin est vraiment parfait. J'avais pris la décision de travailler sur les blessures et au même moment, j'ai mes enfants qui ont chacun une blessure qui se réveille. Je me dis c'est incroyable. Et en fait, je pense que c'est vraiment la vie a fait en sorte que je travaille pile sur ce qu'il fallait pour aider et pour soutenir mes enfants. Je trouve ça incroyable. Pourquoi est-ce que enfin d'un coup, je me suis dit, je vais travailler sur les blessures, je vais travailler sur les guérisons, et que ça arrive pile au moment où mes enfants en ont besoin. C'est vrai que je te dis, la vie, elle est tellement bien faite. Tout à fait d'accord avec toi. Bonsoir Carole. Si, c'est clair. Merci Nelly. De rien, avec plaisir Valérie. Donc voilà, j'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir assisté à ce live. Ça fait vraiment du bien de pouvoir échanger, d'avoir des petits messages et tout. Parce que des fois, mes lives, il n'y a personne parce que je n'ai pas d'horaire précis sur mes lives. Donc je l'accepte. Que tout le monde ne puisse pas être là. Mais quand il y a du monde, c'est vrai que ça change complètement l'ambiance du live, l'énergie du live. Et ça me fait trop plaisir d'échanger avec vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour le prochain live. Salut, bonne soirée.